C'est bon, on va commencer. Alors merci à toutes et à tous d'être venus ce samedi matin par grand froid pour cette deuxième édition des Rencontres nationales des quartiers populaires. Moi je m'appelle Manon Monirel, je suis militante à Saint-Ouen. Moi je suis Landry Ngang, le co-animateur du livret Quartier populaire et je suis militant à Saint-Denis. Alors tout d'abord on souhaite remercier la mairie d'Épinay-sur-Seine qui nous met à disposition cette salle de spectacle. Merci également à l'équipe technique de l'Espace Lumière pour leur accompagnement. Merci à l'équipe des volontaires. Je vous demande de les applaudir parce que... On peut les applaudir. Sans eux, cette journée n'existerait pas. Merci à l'équipe vidéo de Mégaphone Communication et merci à Éric Coquerel, je ne sais pas où il est, le député de cette circonscription qui nous accueille également. Alors, comme je vous ai dit, c'est une deuxième édition. Ça veut dire qu'il y en a eu une première. Donc c'était en 2018. Entre-temps, il y a eu le Covid, donc on n'a pas pu faire d'autres journées comme celle-ci. Mais en 2018, on a pu travailler sur 3 volets de discrimination. Discrimination spatiale, discrimination sociale et discrimination dans l'accès aux droits. Donc en gros, lutte contre le racisme et contre l'islamophobie. Ce moment a vraiment été un moment charnière pour nous parce que c'était le premier événement de ce type soutenu par la première force de gauche radicale qui s'appelle la France Insoumise. France Insoumise qui soutient encore cet événement aujourd'hui. Mais après, pour nous, rien n'est encore acquis. Le combat continue et c'est pour ça qu'on fait cette deuxième édition aujourd'hui. C'est clair que le combat continue. On le voit, nous habitons tous dans un quartier populaire. Depuis la première édition, les inégalités ont continué à se creuser. La crise du Covid-19 a montré à quel point il y avait des fragilités dans nos villes, dans nos cités. Et ce qui s'est passé avec Nahel, le meurtre de Nahel et les révoltes qui ont émergé suite à cela ont montré que le gouvernement n'avait rien compris à la question des quartiers populaires et qu'il ne souhaitait donner aucune réponse politique aux problèmes que l'on rencontre. Alors c'est pas grave, nous allons faire comme d'habitude, nous organiser entre nous pour poser aujourd'hui nos constats sur les différentes thématiques et surtout pour faire nos propositions. Ces différentes thématiques, la première sera liée au service public, la deuxième sur les questions de logement, la troisième sur la question de la tranquillité publique et enfin, la dernière, celui du pouvoir dans nos villes. Pour introduire cette journée, nous allons passer une vidéo de Rachel Keke qui n'est pas là aujourd'hui mais qui nous accompagne à distance. Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite tout d'abord bonne et heureuse année 2024. Que cette année vous apporte la santé, la joie et pleine de victoires et de belles choses. Je regrette ne pas être physiquement présente avec vous en cette journée très importante. Mais je tenais quand même à vous envoyer ce petit message et partager avec vous ma réflexion. Je vis moi-même dans un quartier populaire. C'est là où je vis avec mes enfants. Depuis des années, j'ai vécu la dégradation de nos quartiers. Le mal logement, le manque de services publics, le travail en décalé, le recul du pouvoir d'achat et les violences policières. C'est pour ça que je tenais à vous dire, il faut qu'on soit unis. Il faut qu'on se mette ensemble. Depuis que j'ai été élu, j'ai décidé de faire le tour des quartiers populaires, aller vers les militantes et les militants, parler avec les habitantes et les habitants, pour que tous ensemble, on puisse travailler. Aller vers les acteurs locaux, pour travailler ensemble. Et comme je dis, l'union fait la force. Nos quartiers populaires ont trop de difficultés. Et là où je remercie le groupe parlementaire La France Insoumise qui a pris à bras le corps ce problème des quartiers populaires. Et je sais que tous ensemble, nous pouvons lutter et nous pouvons gagner. Je remercie l'équipe qui a organisé ce moment. Je remercie beaucoup Éric Coquerel qui prend aussi à bras le corps tout ce problème des quartiers populaires pour faire des débats, pour trouver des solutions. Mais une seule personne ne peut pas. Mettons-nous la main dans la main.
Le problème des gens doit être le problème d'Awa. Le problème d'Awa doit être le problème de Leïla. Le problème de Leïla doit être le problème de Myriam, etc. Mettons-nous ensemble. Sortons des divisions. Si nous sommes dans les divisions, nous ne pouvons pas trouver de solutions concernant ces quartiers populaires. Mettons-nous ensemble. L'union fait la force. Et je sais qu'en nous mettant ensemble, nous allons gagner. Nous allons avoir gain de cause. Et politiquement, nous allons porter le problème des quartiers populaires pour qu'on puisse trouver des solutions. Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ces quartiers populaires. Je vous remercie et sachez que la lutte, elle paye. Et ensemble, nous allons gagner. Merci beaucoup. Alors, merci à distance à Rachel qui a fait cette vidéo depuis la Côte d'Ivoire. Elle ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Juste, je voudrais, avant de démarrer la séquence service public, vous expliquer rapidement comment ça va se passer. Donc il va y avoir des interventions sur scène de personnes issues de milieux associatifs, de collectifs, d'élus locaux ou d'élus nationaux également. Et vous avez remarqué que vous êtes dispatchés sur des tables avec par exemple un vert, 2 rouges, etc. Cette salle, elle est divisée en 4 zones de couleurs parce que vous allez travailler sur les thématiques pendant des moments qu'on appelle des ruches, pendant 45 minutes vous avez les feuilles qui sont sur votre table. Et il faudra absolument que vous choisissiez un référent sur votre table qui va noter sur la grande feuille les constats et les mesures que vous allez relever collectivement à votre table. Et il y aura ici, là vous voyez, il y a des petits pots qu'on a confectionnés nous-mêmes, pour un tirage au sort qui fera que le ou la référente de votre table viendra sur scène faire une restitution des travaux de votre table. Est-ce que ça va ? Oui, de toute façon, on va faire le premier essai, ça va compter pour du beurre, service public. Donc j'appelle Scheherazade, qui doit co-animer avec Landry. Je vous demande de l'applaudir, je ne sais pas où elle est, mais normalement elle doit arriver, elle est là. Qui arrive de Roubaix quand même. Hein. Merci beaucoup. Bonjour Manon, bonjour Landry, bonjour tout le monde. Alors à mon tour, je renouvelle mes chaleureux remerciements pour l'organisation. Encore un grand merci au député Éric Coquerel pour la 2e édition des RNQP. Encore de l'applaudir. Les différents rapports concernant l'état des services publics est assez unanime. On a actuellement un service public sur l'ensemble du territoire français qui est en soins palliatifs. C'est-à-dire que d'une part, ça va entraîner un service minimum dégradé et aussi une privatisation partielle des services publics. Mais la chose est gravement atteinte dans nos quartiers populaires. Effectivement. Tu l'as bien décrit, l'état des services publics est absolument catastrophique et c'est clairement issu de la politique néolibérale. L'enjeu aujourd'hui et de cette séquence en ruche, Manon l'a dit mais je vais le redire, c'est que pendant 25 minutes, bien sûr, vous apprenez à vous découvrir, mais que vous dressez un constat commun. Au bout de ces 25 minutes, Scheherazade et moi-même, nous allons remonter sur scène, faire un tirage au sort pour désigner les tables qui pourront, à l'issue du travail en ruche, venir nous apporter leurs conclusions. À la fin de ces 25 premières minutes et au moment où on fera le tirage au sort, on vous invitera à passer au moment des propositions pour vous laisser le temps de débattre et de les formuler le plus justement possible. À la fin de ce travail en ruche, les volontaires vont passer dans vos tables, récolter les feuilles pour les donner au groupe qui va s'occuper de faire la synthèse et dégager les 10 propositions qui sont le plus venues à l'issue de vos travaux. De toute façon, les volontaires vont passer dans la salle pour réexpliquer un peu tout ça et voir bien sûr que tout se passe bien. Bon. Afin de nourrir la réflexion sur les différentes tables, on a la chance d'accueillir différents intervenants. Et la première intervenante s'est levée très tôt ce matin, puisque tout comme moi, elle vient de Roubaix. Je vous demande d'applaudir Madame Rondeau-Christiane, qui a été aux prémices de la politique de la ville à Roubaix en tant que chef de projet. Hop, on va te passer la parole avec ce micro. Bonjour, comme vous l'avez dit Scheherazade, d'abord vous annoncer que je suis nouvelle militante à LFI depuis quelques mois.
Et pour rectifier un petit peu les choses, j'étais chef de service politique de la ville à Roubaix il y a une quinzaine d'années. Et ensuite, je me suis préoccupée des politiques sociales à l'Union européenne en tant que technicienne. Alors, l'état des services sociaux, je suis là, comme je suis vieille, je peux faire un petit tour en arrière, j'ai à peu près tout vécu. Quand j'ai commencé ma carrière dans les années 80, je suis arrivée au moment où on était dans la pleine réforme et la modernisation des services publics. La modernisation des services publics nous amène à ce que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire, en réalité, cette modernisation, elle n'a été qu'une façon de rentabiliser les services publics. Je dis bien rentabiliser, voire même faire du fric avec. Excusez-moi, je parle un peu... on a considéré que à la fois la mise en œuvre de l'informatique pour tous, etc., ça permettait de réduire le nombre de fonctionnaires. Ça a été le cas, mais ça a réduit aussi le nombre de services, c'est-à-dire que non seulement on n'a plus d'agents, mais les services qui étaient rendus ne sont plus rendus. Ou sinon, c'est l'usager qui fait le travail. Et ça, c'est pour la majorité des habitants français. La deuxième partie, puisqu'on est dedans, c'est les quartiers populaires. Quartiers populaires, c'est là que ça a vraiment mal marché, cette modernisation. Pourquoi ? Parce qu'on a dit à cette époque, et c'était aussi l'époque de la formalisation de la politique de la ville, on a dit à cette époque, c'est des quartiers, c'est des publics en difficulté. Ce qu'a défini la politique de la ville, donc les quartiers populaires, c'était la difficulté des habitants, des publics en difficulté. On a mis en place, on a formé les agents des services publics pour prendre en compte cette difficulté. On a fait tout un tas d'études pour voir quelles étaient ces difficultés. Et on arrive aujourd'hui, si vous posez la question à un agent du service public, s'ils émettent l'idée que le service public ne pâtit pas trop des publics en difficulté, parce qu'ils se débrouillent, ils ont trouvé d'autres façons de faire. Les publics en difficulté sont devenus des publics difficiles. C'est-à-dire que toutes ces études qui ont été menées, alors c'est pas moi qui le dis, c'est des études qui ont été faites exprès par le service public, ont amené à stigmatiser les publics des quartiers populaires comme étant des publics difficiles avec tout un tas de caractéristiques assez désagréables. D'où la mise en place de systèmes de sécurité dans les services publics, la mise en place de médiateurs, l'appel téléphonique systématique pour avoir un rendez-vous, qui rallonge les délais de réponse, qu'il n'y a plus de contact avec les humains. Donc, aujourd'hui, c'est ça, les services publics dans les quartiers populaires, ils existent, mais a priori, l'agent qui est en face de vous pense que de toute façon, alors il y a toujours du public, je dirais, qui se débrouille, qui arrive à remplir ses papiers tout seul, mais a priori, l'agent qui est en face, il a toujours... Alors, par exemple, moi j'habite un quartier... Christelle, si tu avais une proposition à nous faire, justement pour essayer de remettre de l'humain dans le service public. C'est déjà donner un peu la possibilité aux habitants eux-mêmes de définir leurs besoins. On l'apprend et ce sera débattu dans les tables. Voilà. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci. Christiane, on peut l'applaudir un peu plus. Merci beaucoup. Pour notre deuxième intervenant, je suis assez honorée de le présenter, mon cher ami.
Il nous vient tout droit de Saint-Brice-les-Forêts, un fervent militant. Je vous demande donc d'applaudir Terence Bandoudi. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je tenais à vous souhaiter une bonne année 2024 à tous. D'abord la santé et ensuite la réussite. Moi, je m'appelle Terence Bandoudi. Donc, je suis salarié SNCF, syndicat à la CGT, et je suis président d'une association qui s'appelle Pour tous, qui travaille dans l'insertion et la réinsertion pour les 16-25 ans. Et je suis, bien entendu, issu des quartiers populaires. Donc aujourd'hui, je suis venu vous parler d'une problématique qui concerne les services publics, notamment celle des transports. D'accord ? Donc c'est une problématique cruciale qui impacte profondément les résidents des quartiers populaires, celle des transports, bien plus qu'un simple moyen de déplacement. Cette question est une répercussion significative à la qualité de vie et à l'accès aux opportunités pour de nombreuses personnes. Examinons de plus près les chiffres qui caractérisent cette situation alarmante. Selon des données récentes, près de 30% des habitants de nos quartiers rencontrent des difficultés notables pour accéder à des moyens de transport en commun fiables. Ces chiffres, bien qu'abstraits, reflètent des réalités humaines poignantes. Des parents luttant pour être présents aux côtés de leurs enfants, des travailleurs dévoués perdant un temps précieux dans des trajets complexes. La dimension sociale de cette problématique ne doit pas être sous-estimée. Des transports inadéquats sont synonymes de barrières à l'emploi, à l'éducation et à l'accès aux services essentiels. Ces barrières perpétuent le cycle de la pauvreté et limitent les opportunités pour de nombreuses familles dans nos quartiers. Pour inverser cette tendance, nous devons agir de manière déterminée et fonder des données concrètes en investissant dans l'amélioration des infrastructures de transport. Nous pouvons stimuler l'économie locale. Par exemple, frappant est celui des quartiers qui ont bénéficié d'investissements ciblés dans leur réseau de transport. Il y a eu une augmentation de 15% de l'emploi qui a été constatée avec des effets positifs sur les revenus des ménages. Ça veut dire qu'il y a eu des travaux sur les transports qui ont été ciblés sur certains quartiers. Nous avons pu voir une augmentation de 15% en fait d'effets positifs, c'est-à-dire qu'il y a plus de jeunes qui vont à l'école, il y a plus de personnes qui vont au travail. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des travaux qui ont été effectués, qui ont été ciblés sur ces quartiers-là. En outre, un système de transport efficace favorise l'accès à l'éducation dans les quartiers où les connexions de transport ont été renforcées. Le taux de fréquentation scolaire a augmenté de manière significative. Cela démontre clairement que des investissements judicieux des transports ne sont pas seulement des actes de justice sociale, mais des moteurs essentiels du développement durable. Il est impératif que nous agissions collectivement pour transformer ces chiffres en opportunités, en collaborant avec les autorités locales, en plaidant pour des investissements ciblés et en adoptant des politiques favorables au transport public. Merci Terence. Merci Terence. Merci. Merci beaucoup. Merci. Pour la troisième intervenante, je vais demander à Nora Nidam de venir. Nora. Nora est une syndicaliste à la sécurité sociale. Donc c'est par toi que nous allons pouvoir aborder les problèmes liés à la santé. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je tiens tout d'abord à remercier le comité d'organisation de m'avoir invité. Je suis syndicaliste à la sécurité sociale et ne peux rester silencieuse devant ce gouvernement qui fait tout pour détruire nos services publics qui sont indispensables à tous et en premier lieu aux habitants des quartiers populaires. Des attaques, on en a subi, mais ce gouvernement est celui qui va le plus loin dans la casse des services publics. Et comme cela ne suffit pas, il faut encore nous diviser selon nos origines. Et cela dans le cadre d'une répression comme on n'a jamais connue. Ce gouvernement qui veut dresser les travailleurs les uns contre les autres est aussi complice d'un gouvernement qui massacre la population de Gaza. Mais n'en déplaise à ce gouvernement qui souhaite dresser les travailleurs les uns contre les autres, on leur répond qu'il n'y a qu'une seule classe ouvrière et la Sécu symbolise l'unité de cette classe en France. En effet,
Peu importe notre nationalité ou notre couleur de peau, dans la salle, tout le monde a un numéro de sécu. C'est la sécu de 45 qui prévoit en son article 1 que vous êtes protégé en cas d'aléa de la vie. C'est ça la solidarité ouvrière, avec la couverture en cas de maladie, les prestations CAF et les retraites. La Sécu ne reconnaît pas le concept de nationalité dans un contexte où en 1945, elle a été arrachée par les travailleurs. Et c'est l'article 5 des ordonnances du 19 octobre 1945 qui le stipule, je cite. « Les travailleurs étrangers remplissant les conditions visées à l'article 2 ci-dessus sont assurés obligatoirement dans les mêmes conditions que les travailleurs français. » Cette unité de la classe ouvrière s'est gravée dans les ordonnances de 1945. C'est pourquoi la Sécu, on se mobilise pour le retrait pur et simple de la loi immigration, loi raciste et réactionnaire, mais aussi parce que c'est une offensive frontale contre la sécurité sociale et ses fondements. En conditionnant le versement des APL et de l'allocation familiale à une durée de présence en France pour les étrangers, la loi immigration remet en cause ce principe et donc le droit. La destruction de la Sécu passe aussi par la liquidation des accueils physiques. Il leur faut supprimer le dernier lien concret qu'on les assurait avec leur caisse pour pouvoir détruire la sécurité sociale de 1945. C'est pas un hasard si les premiers centres de sécu ont vu le jour à une vitesse inimaginable en 1945 par la seule volonté de la classe ouvrière. Ils l'ont réalisé car ils savaient que si la sécurité sociale n'était pas vite matérialisée, le patronat aurait eu vite fait de la faire disparaître. Et aujourd'hui, le gouvernement actuel veut répondre aux vœux du patronat en liquidant les centres que nos anciens ont bâtis. Pour la défense de nos accueils et du lien concret avec nos assurés, on n'hésite pas à se mettre en grève pour revendiquer la rouverture des accueils CAF, CEPAM et Caisse Vieillesse sur tout le territoire et principalement dans les quartiers populaires où beaucoup d'entre nous sommes issus. Mais seuls, avec nos petits bras d'agents de sécu, on n'y arrivera pas. C'est tous ensemble qu'on peut y arriver. C'est pourquoi les agents de certaines CEPAM et CAF d'Île-de-France ont pris l'initiative jeudi dernier de s'adresser aux assurés. S'organiser, c'est le nerf de la guerre et ces rencontres y contribuent. Je remercie la France Insoumise de permettre cette jonction et qui mène le combat, car vous êtes sur tous les terrains de résistance. Et le fait que la loi sur la réouverture des accueils physiques du service public ait été votée est pour nous à la Sécu un formidable essai marqué qu'il nous faut transformer. Contre la loi Darmanin pour la défense des services publics et de la Sécu, organisons-nous. Je vous remercie. Merci beaucoup. Organisons-nous, c'est ce que nous allons faire. Dès à présent, je vais passer la parole à Nordine. Nordine, militant historique des quartiers populaires, un des initiateurs de la marche pour l'égalité et bien sûr habitant de Nanterre. D'abord, je voulais remercier les camarades qui ont organisé cet événement et nous permettre de prendre la parole par rapport au quartier. Tout d'abord, je remercie la personne de Roubaix d'avoir rappelé au début des années 80. Parce qu'à l'époque, cette année, on est dans le 40e anniversaire de Convergence 84. Le slogan à l'époque, c'était « La France, c'est comme une mobilette. Pour avancer, il lui faut du mélange ». Et on avait commencé sur un des quartiers de Roubaix. Celui chez qui j'avais été hébergé, c'est Saïd Bouamama, qui est engagé depuis des années sur l'île et Roubaix, et dans le Nord plus globalement au niveau national. La stigmatisation des gens dans les quartiers, la politique volontaire de vouloir nous mettre de côté, fait que nous, dans les quartiers, on a supprimé plein de services publics. Hein. La Poste, il y a très peu maintenant de bureaux de poste. Hein. Tout à l'heure, la camarade qui était juste avant moi parlait de la sécurité sociale. Il n'y a pas très longtemps, je devais aller chercher une attestation. J'ai galéré pour récupérer une simple attestation. Je dois dire que le retour des services publics dans les quartiers à forte densité, nous au quartier Pablo Picasso, on est sur un secteur, il y a plus de 20 000 habitants qui habitent là. Hein. On a un petit bureau de poste, il n'y a pas d'autres services publics, il y a une mairie de quartier, soit. Mais de mémoire, je me rappelle que quand on était beaucoup plus jeunes, il y avait la CAF qui tenait des permanences pour accueillir les mamans et autres pour pouvoir les aider. Aujourd'hui, tous ces services ont disparu. Non. Et je veux dire, on est revenu dans une ambiance un peu nauséabonde. Là, pour moi, on revient un peu au début des années 80, avec le retour et l'apparition de l'extrême droite, hein, qui est très à l'aise. Hein, tous sont très à l'aise. Hein, et le responsable de la misère dans ce pays, c'est les immigrés. Hein, et ceux qui sont morts
pendant les différentes guerres pour ce pays, pour permettre à ces gens-là de parler, hein, pour permettre à nos parents qui ne sont plus là aujourd'hui, qui ont construit ce pays. Hein. Si les droits qu'on a aujourd'hui en tant qu'enfants d'immigrés, nos parents aussi ont contribué. Hein. Et il est important pour moi de remettre du service public dans nos quartiers. Il est important pour moi que les gens soient accueillis dignement dans ces services publics. Et qu'aujourd'hui, vous le voyez comme moi, quand vous arrivez dans certains services publics, à l'entrée, on trouve des gens qui font la sécurité. Voilà. Histoire, on est arrivé à un niveau où il y a plus d'emplois au niveau du sécuritaire que pour permettre aux gens de vivre dans la dignité. Hein. Je voudrais rappeler aussi que début des années 80, il y avait eu ce qu'on appelle le développement social des quartiers populaires, le DSQ. Voilà. Et que c'est suite aux événements des Minguettes et à Nanterre aussi. Hein. Parce que je ne parle pas trop de ma ville, là où j'ai grandi, mais quand même, nous aussi, on a fait quelque chose à l'époque des cités transit et pour faire en sorte que ceux qui ont été assassinés lâchement par des policiers ou par des beaufs ne puissent pas être condamnés à des peines qui ressemblaient à rien, comme si qu'il avait écrasé un chien ou un chat. Donc pour moi, il est important que les services publics dans nos quartiers soient présents parce qu'il y a de plus en plus de paupérisation, de plus en plus de souffrance. Hein. Moi, il y a quelque chose qui me frappe à la tête. Alors Nordine, est-ce que tu peux donner une proposition pour aller vers la conclusion? C'est le retour des services publics dans nos quartiers. Voilà. Et qu'il y a quelque chose que je voudrais dire quand même. C'est qu'on a de plus en plus de gens qui sont déconnectés par rapport à la réalité et qui sont dans des souffrances extrêmes, qui sont, je veux dire, même dans la folie, des gens avec qui j'ai grandi, qui sombrent. Hein. Et pour cela, on n'a pas d'empathie. Hein. Bah pour moi, je suis désolé. Si on ne parle pas de ça, ces questions-là, de l'augmentation des loyers, de l'augmentation des charges, de la bouffe, et qu'on n'est pas à côté des gens, je pense que ce moment-là, il doit nous servir aussi à créer une convergence entre nous pour faire en sorte que ces problématiques-là, et il va servir à ça, ce les gens. Merci beaucoup, Nordine. Merci, Nordine. Merci. En avant-dernier intervenant, on va accueillir un enfant du 93 devenu roubaisien. Nous allons accueillir le député du Nord, David Guéraud. Ça va, vous m'entendez bien? Bon, déjà, je suis heureux d'être parmi vous. Merci à tous les bénévoles. Merci aux militants de la Circo. Merci au député Éric Coquerel pour qui j'ai bossé et dont je connais l'engagement pour nos quartiers. C'est quand même difficile de commencer à parler de service public sans rebondir une seule seconde sur la phrase d'hier de la ministre de l'Éducation, enfin la nouvelle, qui a quand même bien démarré son mandat, sa responsabilité, en expliquant que si elle, ses gamins, ils étaient au lycée Stanislas, au lycée privé Stanislas, et qu'elle les avait mis là-bas, c'est parce que le service public de l'éducation était en train de s'effondrer. Moi, je me demande juste, au bout de 7 ans de macronisme, qui peut bien être responsable du fait qu'elle ne veut plus passer, elle en tant que mère, ses gamins dans le public. Et à la limite, si vous ne voulez pas vivre avec nous, mais allez vivre ailleurs. Mais nous, dans des villes populaires comme Roubaix, où on a des travailleurs qui ont habillé la France entière pendant des années, où il y a des gens qui ont du SMIC mais qui payent les impôts parce qu'ils payent la TVA, parce qu'ils payent tous les impôts directs, parce qu'ils payent les taxes, etc. On demande juste le droit à vivre dignement et à avoir des services publics normaux. Franchement, moi, les revendications que j'entends chez les habitants des quartiers à Roubaix, c'est juste qu'on ne soit pas bloqué par les autres, qu'on ne soit pas freiné. Et dans l'éducation, c'est ce qui se passe à Roubaix. Parfois, c'est de la faute de l'État qui a fait cette politique-là. Parfois, je le dis, mais j'applaudis d'ailleurs parce que je vois qu'il y a des maires dans la salle de ville populaire qui se battent. Nous, à Roubaix, ce n'est pas le cas. On a aussi des services publics comme l'Amérique à abandonner. Parce que quand vous êtes devant des écoles primaires ou maternelles et que les instits, les principaux, les principales n'ont même pas un secrétariat, même pas quelqu'un pour faire l'accueil, c'est-à-dire qu'ils sont avec les parents d'élèves, puis ça sonne au grillage, il faut se lever. En fait, on ne peut pas faire un entretien normal avec un parent d'élève. Donc quand on est parent d'élève, déjà on se dit mais comment je suis traité? Mais derrière, on a aussi
des profs principales, des proviseurs qui finissent en burn-out. Moi, c'est le cas, j'ai déjà eu 2-3 burn-out de profs, de responsables d'établissement dans ma circonscription. Et ça, c'est nos gamins qui en pâtissent, c'est nos gamins qui payent ça. Et ça, c'est des politiques publiques qui pourraient être mises en œuvre assez facilement. Notre hôpital public à Roubaix, c'est pareil, l'accès à la santé, ça va mal. Déjà, on manque de spécialistes. Combien de profs d'établissement m'ont dit, mais nous, pour les gamins, on a besoin d'orthophonistes. Parce qu'on n'arrive pas à dépister quand ils ont des problèmes, on n'arrive pas à dépister, on n'arrive pas à prendre en soin ça, on a besoin de spécialistes. Mais même l'hôpital public, qui devient le lieu de repli de tout le monde, c'est compliqué. Nous, l'hôpital de Roubaix, ça fait 2 fois qu'il déclenche son plan blanc. Plan blanc, normalement, c'est quand il y a une catastrophe style le Covid. Hein. C'est-à-dire, il y a une catastrophe sanitaire tellement énorme qu'on est obligé de faire venir à la hâte les personnels, de leur faire des horaires en plus, etc. Nous, ça fait 2 fois. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'absentéisme qui est en train de grimper en flèche, et ce n'est pas de la faute des soignants, c'est parce qu'ils sont en arrêt maladie, pour burn-out, pour dépression, parce qu'ils n'arrivent pas à joindre les 2 bouts. Donc ça, c'est un des messages qu'on peut quand même envoyer au gouvernement, commencer par bien traiter nos soignants, commencer par bien traiter nos profs, commencer par bien traiter les proviseurs, parce que c'est la population qui va en profiter derrière. Et puis, il y a quand même des politiques publiques, franchement, on n'en parle pas beaucoup, mais elle est où la politique publique pour le sport et pour la culture dans nos quartiers ? Parce que nous, on n'est pas le 16e arrondissement de Paris, hein. On a une population qui est jeune, on a des talents, on a des pépites. À Roubaix, on a des endroits où on a des sportifs de haut niveau qui se sont retrouvés à devoir s'entraîner dehors parce qu'ils n'avaient même plus de salle. Je parle de sportifs de haut niveau qui, là, il y a les JO bientôt, ils pourraient nous arracher des médailles si on s'y était pris quelques années avant. Elle est où la politique en matière de sport ? En matière de culture, on a des pépites. En fait, ce qui est dommage, c'est que les politiques gouvernementales, c'est du gâchis. Parce qu'on a des talents, parce qu'on a des gens qui brillent et qui se retrouvent à devoir se débrouiller tout seul. Alors, il y en a qui arrivent, mais il y en a plein qui sont lâchés en cours de route. Je finirai en parlant quand même de ce qui a été un peu discuté sur l'accueil et la fameuse dématérialisation. Combien de gens j'ai vu, parfois avec les larmes aux yeux, me dire que ce qui fait mal, c'est quand ils n'ont même pas une réponse de la part de l'administration. Même pas une réponse, même pas un retour. Ou alors des années après, des mois, des années sur des dossiers simples, mais qui vous pourrissent la vie. Et ça aussi, ça ne tombe pas du ciel. Les préfectures, elles ont réduit leurs accueils. Ça a été dit par la camarade syndicaliste tout à l'heure, la dématérialisation, c'est moins 30% d'accueil pour les opérateurs de la protection sociale, c'est moins 50% sur la branche vieillesse. C'est pas un hasard si nos anciens et nos anciennes, elles galèrent à avoir les prestations auxquelles elles devraient avoir droit. Mais vu que c'est pas un hasard, c'est aussi ce qui me donne un peu d'espoir, c'est que tout ça c'est politique. Et que quand on milite, et quand on ouvre nos gueules, il y a aussi moyen d'arracher des belles conquêtes sociales. Voilà, j'espère que ça sera ce qu'on arrivera à faire aussi en partie aujourd'hui. Merci à vous. Merci David. Merci. Enfin, pour clôturer cette séquence des intervenants en service public, nous avons le plaisir d'accueillir un maire qui s'est battu pour sa commune face à l'État, en portant plainte contre l'État avec d'autres maires de Seine-Saint-Denis. Je vous demande d'accueillir Monsieur Azdine Taibi, maire de Stein. Voilà, rebonjour à vous toutes et à vous tous, chers amis, chers camarades. D'abord, voilà, merci de me faire ce plaisir et cet honneur d'être parmi vous à ces rencontres. J'ai été présent en 2018, ça passe, déjà 6 ans. Donc merci aux militantes et militants et aux camarades. Et puis un grand merci à Eric pour organiser cet événement important. Et je propose même que la 3e édition, j'espère qu'il y aura une 3e édition, puisse se dérouler à Stein, ou à l'Île-Saint-Denis. Donc on verra ça avec Mohamed. Alors, ou à Nanterre. D'abord à Stein, ou l'Île-Saint-Denis, après on ira à Nanterre. Un sujet important, la question des services publics et du lien avec les habitantes et les habitants de nos quartiers populaires, mais qui nous renvoie à une question fondamentale. Et tout à l'heure, je salue David, tout à l'heure David a commencé à en parler. La question des services publics nous renvoie aussi au désengagement de l'État, au désengagement extrêmement forte
et de manière constante depuis de très nombreuses années sur ces missions régaliennes dans nos quartiers. Je pourrais parler d'éducation, de la justice, de la santé, de bien d'autres sujets, le logement, la preuve, aucun ministère, en tous les cas il n'y a pas de visibilité et de volonté politique pour créer un ministère fort sur la question du logement. Donc elle nous renvoie vraiment à ce désengagement extrêmement préoccupant que les élus, mais les habitants le ressentent sur le terrain. Et ce désengagement dans le cadre de ces missions régaliennes, malheureusement, elle se repose très souvent au volontarisme, à l'engagement des collectivités, des élus, des maires, des équipes municipales. Je suis accompagné de quelques élus de ma majorité. Elle se repose beaucoup sur l'engagement, sur les priorités que l'on peut mener dans telle ou telle collectivité, ce qui n'est malheureusement pas le cas, et on voit bien qu'il y a des situations très disparates, même au sein de la Seine-Saint-Denis. Je prendrai quelques exemples ici à Stains, à côté, où, et c'est pour ça que je voudrais quelque part nuancer un peu le propos. Oui, en effet, il y a du recul énorme des services publics, et je parlerai même des services publics de proximité, c'est-à-dire au plus près des habitants, dans les quartiers, et y compris dans les quartiers populaires. Il y a du recul, mais quand il y a des batailles et des mobilisations, on arrive, franchement, à maintenir, à faire en sorte que des services publics ne disparaissent pas. Je prendrai l'exemple de Stains, et ça ne peut pas que se reposer sur le maire que je suis, sur l'équipe municipale, ça doit se reposer sur les habitants, sur les collectifs. Et c'est ce que nous avons mené. Je vais prendre quelques exemples. On a réussi à maintenir 2 postes, en plus de celle de la poste principale. Une poste sur le Clos, qui était condamnée, qui devait fermer, et une poste sur un quartier pavillonnaire, parce que même si à Stains, il y a une partie de la ville où il y a une emprise de quartier pavillonnaire, mais ça reste quand même des populations très populaires. On a réussi à maintenir la Sécu, qui devait déménager, et donc les Stanois devaient justement aller directement soit à Épinay ou je crois à Saint-Denis. On a réussi à maintenir une permanence CAF. Par contre, on a perdu la bataille des impôts, ce qui est extrêmement grave. Donc voilà, donc, je veux dire par là, quand il y a une mobilisation très forte, et des élus et des habitants, on arrive tout de même à maintenir un certain nombre de services publics de proximité. Mais même ces services publics de proximité sont malheureusement défaillants et manquent cruellement de moyens. Et on a pu le voir avec la crise du Covid, qui, quelque part, n'a fait que mettre en lumière cette difficulté très importante, parce que derrière, toute la question de l'égalité se pose. Tout à l'heure, quand je disais que l'État se désengageait de ses missions régaliennes, en gros, l'État, et je sais qu'ici, il y a quelques parlementaires qui mènent ce combat-là, l'État nous renvoie systématiquement sur des politiques spécifiques, politiques de la ville, etc. Et vous savez que je milite avec d'autres maires, non pas pour, je dirais, mettre de côté les cofinancements qu'on peut avoir dans le cadre de la politique de la ville, mais faire en sorte que le droit commun s'applique partout, pour tous, dans nos quartiers. Parce que les politiques spécifiques, dans le cadre, et dans quelques semaines, on va travailler dans le cadre du contrat de ville. Bon, en fin de compte, c'est fait de manière à géométrie variable. Le préfet choisit là où il veut mettre un petit peu plus, donc il va un peu plus habiller, je ne sais pas, Aulnay-sous-Bois pour déshabiller Stains, pour habiller un peu plus Épinay, etc. Donc c'est un peu le bolto. C'est pas de cela que les habitants ont besoin. Les habitants ont besoin de l'égalité, ce que disait tout à l'heure David. Les habitants des quartiers populaires ne veulent pas plus de services publics que dans le monde rural. Et d'ailleurs, le combat des services publics, c'est le même combat dans le monde rural que dans les quartiers populaires. C'est le même combat. Et moi, j'avais lancé une initiative en 2014, je crois, 2014, dès que j'ai été élu maire. J'ai la chance d'avoir une partie de ma famille qui vit dans le bassin Cévenol et qui sont des anciens mineurs. Et donc, je connaissais très bien Génolac. Et j'avais lancé une initiative pour justement éviter de tomber dans le piège en opposant la question des services publics dans le milieu rural et celle posée dans les quartiers populaires. C'est le même combat. Recul, on ferme des postes, on ferme des gares, etc. Là-bas, à Génolac, c'était une gare. Et à Stains, à l'époque, c'était le combat sur la fermeture de la Sécu. Donc, c'est le même combat. Donc, pour finir, je ferai une proposition. Et nous avons d'ailleurs mis en place à Stains depuis 2016. Je ferai une proposition pour justement faire en sorte que ce sujet soit un sujet partagé avec les habitants, les élus, c'est de mettre en place des comités de défense. On a mis à Stains un comité de défense
qui a permis, avec plus de 3500 signatures, de maintenir et la Poste et la Sécu, de telle sorte à montrer que ce n'est pas simplement l'affaire des élus, ce n'est pas un courrier au préfet, au ministre qui va changer les choses. Mais derrière, quand il y a un rapport de force, les choses sont extrêmement importantes. Et d'ailleurs, parmi mon équipe, j'ai une élue qui est destinée à la question de la défense des services publics. Et pour finir, parce que j'en profite, puisqu'il y a Mohamed qui est présent ici, et je sais que c'est un combat que Clémentine avait mené il y a quelques années, on a fait un recours avec Mohamed. Alors maintenant, malheureusement, on était 5 civils et on n'est plus que 2. Voilà. Il n'y a plus que Lissani et Pustin. On a fait un recours contre l'État et on s'était appuyé sur un rapport parlementaire que Clémentine avait mis en lumière il y a quelques années, je me souviens, à la Brousse du Travail de Bobigny. Et nous, on s'est appuyé sur un rapport parlementaire fait par des députés de droite, macronistes, et puis LR ou LUMP à l'époque, qui précisait l'échec total de l'État en matière de justice, en matière d'éducation et en matière de sécurité dans ce département. Et donc, on a fait un recours, on n'est plus que 2, on continue ce combat pour le recours parce que c'est le combat de l'égalité et c'est le combat de la dignité de nos habitantes et habitants des quartiers populaires. Point barre. Et ce combat continuera ici et avec les habitants. Merci beaucoup, Adzine. Merci. Je tiens juste, avant de lancer le début des travaux en ruche, à saluer la présence de 2 députés de la Seine-Saint-Denis, Clémentine Autain et Jérôme Legrave. Merci pour votre présence et surtout, bons travaux. Dames, chers camarades, alors nous arrivons à terme de la première phase, qui était donc celle où on établissait donc les constats. Nous allons donc profiter de ce petit moment de pause pour faire le fameux tirage au sort. Alors, pour la partie rouge, on va tirer la table qui devra désigner un ou une représentante pour restituer les travaux de groupe. Donc, je viens de tirer devant vos yeux. Ce sera la table 6. La table 6 rouge devra avoir un ou une représentante. Je te laisse faire le deuxième. Alors bien sûr, toujours une main innocente. Hein. Alors, pour la table verte, ce sera le numéro 7. La table 7. Est-ce qu'elle est occupée? La table 7, signe. Elle n'est pas occupée. Alors on va tirer un deuxième. La table 5. C'est bon, ils sont reconnus. La table 5. Pour les bleus, ce sera la table 2. Celle-là, la table 2. Et pour finir, avec les tables jaunes, ça sera la 8. Naturellement, c'est pas la bonne table. Table 6, non plus. Non, ça vous êtes vert. Là, oui, vert. Alors, pour la jaune, je pense que ça devrait être bon. La table numéro 1. On vous laisse 10 minutes pour mettre en place les propositions et pour laisser le temps aux intervenants et intervenantes de se préparer. Pour rappel, sur les propositions que vous allez faire sur les grandes affiches, n'hésitez pas à les mettre aussi à côté sur une petite feuille, puisqu'on va récupérer les grandes affiches. A tout de suite dans 10 minutes. Bonjour à tous. On va bientôt conclure le service public. Une personne va charger de récupérer toutes les propositions, les mesures. J'espère que vos feuilles ont été bien pleines, que vous avez donné le maximum de mesures pour vivre dignement dans nos services publics, dans nos quartiers. Et après ça, on passe directement à une thématique assez épineuse qui est le logement.
On va passer, alors j'appelle Landry et Scheherazade pour la restitution des ruches service public. Merci Manon. Alors, on a eu beaucoup de propositions qui ont été faites pendant la ruche du service public. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons appeler les représentants et représentantes de chaque table qui ont été tirés au sort pendant la première partie à venir nous donner quelques propositions. Je te laisse commencer. Alors, on va commencer par la table numéro 1. Et donc, j'appelle à la scène. Voici là. Je pense qu'on peut l'applaudir. Ouais. Plus fort. Bonjour à tous, donc je suis Wassila Lamar, je viens de Givors, dans le Rhône, une banlieue lyonnaise. Voilà, donc nous, pour la restitution, on voulait parler de la MDPH, des maisons départementales pour les personnes handicapées. Et nous avons fait le constat qu'il y avait des délais qui étaient de plus en plus rallongés. On est passé de 6 mois à 12 ou 13 mois aujourd'hui, qu'il y a une recrudescence de personnes qui ont recours à ces dossiers-là, qu'il n'y a plus d'accueil physique, qu'il n'y a plus d'accompagnement dans l'élaboration de ces dossiers. Et l'accueil téléphonique est quasi inexistant. Les délais, comme je vous disais, sont rallongés. Donc du coup, nous, on a proposé, en proposition sur notre table, c'était de créer des antennes de la MDPH, de la Maison départementale pour les personnes handicapées, dans les métropoles et aussi dans les banlieues. Alors oui, il existe dans les métropoles, mais en fait, c'est un lieu pour une multitude de banlieues. Donc on voudrait qu'il y aurait un service de proximité et du coup des accueils dans les banlieues, puisqu'il y a une recrudescence. Et en plus, un accueil physique et un accompagnement numérique, parce qu'il y a aussi des personnes qui ont la barrière de la langue et qui n'ont pas le numérique à la maison et qui ont besoin de personnes physiques pour les aider à l'élaboration. Voilà. Merci beaucoup Wassila. Merci. Très importante, la question du handicap. On va appeler la table 6 rouge, c'est ça? Vous vous appelez comment? Alors moi, c'est Naïla. Naïla. Merci. Naïla, pour restituer, n'hésitez pas à bien coller le micro, on vous entend. Comme ça, c'est bon? C'est parfait. Donc moi, je me présente, je suis Naïla, je viens de Trappes, je suis présidente de l'association Les Mamans du Cœur. On travaille avec les jeunes issus du milieu, enfin des quartiers difficiles, et aussi beaucoup avec les migrants qui sont dans les hôtels dits sociaux. Donc à ma table, on a constaté qu'il y a moins de services de proximité, les lieux d'accueil, CAF, etc., qu'il y a la dématérialisation, donc moins d'humains. C'est ce qui fait de la violence sociale. Donc forcément une augmentation du non-recours aux droits et une augmentation de la défiance populaire. Il y a un manque aussi de moyens humains, financiers, alors qu'il y a l'augmentation des besoins des habitants et de la précarisation. Les conséquences sont souvent le burn-out des fonctionnaires et on a constaté aussi qu'il y a la fin de l'automatisation des droits, à l'inverse de plus en plus d'automatisation, pour les exonérations fiscales. On constate aussi qu'il y a une stratégie de lutte contre toute forme d'accompagnement, par exemple écrivain public, maison des droits et bien d'autres. Moi, en tant qu'association, je constate que c'est de plus en plus compliqué aussi pour les personnes qui vivent dans les hôtels sociaux, donc d'accéder à justement juste faire leur papier pour pouvoir travailler et ne plus dépendre de l'État et ne plus être une charge pour l'État. Parce qu'ils aimeraient travailler, mais on ne leur donne pas leur papier même au bout de 5 ans. Et pour accéder à la préfecture, on ne peut pas, il faut rester 3 heures au téléphone. Alors je ne vous raconte pas quand on vit à la rue et qu'on doit rester 3 heures au téléphone. Je constate aussi qu'il y a une barrière pour les jeunes dans les quartiers à accéder aux services publics parce qu'ils ont perdu confiance aux services publics. Donc les jeunes des quartiers qui sont déjà en difficulté, je parle aussi pour ceux qui sont dans la délinquance. Donc il y a une barrière et il y a un manque de confiance. Donc pour les propositions, alors il faudrait une automatisation de l'accès aux droits comme dans certains pays européens, des moyens et de l'humain, la mise à l'agenda prioritaire des quartiers populaires, une reconnaissance et soutien, notamment financier, pour les associations garantes du lien social. Pour ce qui est des personnes migrants ou des personnes à la rue, essayer de remettre de l'humain aussi pour eux, ou peut-être aller vers eux. Et pour ce qui est des jeunes, pareil, il va falloir retrouver de la confiance, vous rapprocher, enfin que l'État se rapproche des associations qui travaillent réellement avec l'humain parce qu'ils sont au cœur des quartiers et parce qu'on en fait partie, parce que des fois, on est même parents de ces délinquants. Voilà. De l'humain, de l'humain, de l'humain. Merci beaucoup, Naïla. On retient les propositions et les constats. Merci beaucoup.
l'humain au cœur du service public. Alors maintenant, nous allons accueillir Catherine et Christelle. Christine, tant pour moi. Bon, on nous a dit 3 minutes, alors on a intérêt de faire fi ça. Alors, bon, bonjour aux Marseillais, mais nous, c'est Nanterre. Nanterre en force. Voilà. Alors, sur le constat, déjà au niveau de la ville de Nanterre, sur les services publics municipaux, on a des exemples de privatisation, exemple du personnel communal, l'externalisation de certains services, avec le traitement des bulletins de paye des centres de loisirs, avec, c'est vraiment la honte, un cabinet conseil qui s'appelle KPMG, l'allongement des horaires de travail pour les agents, un exemple récent des médiathèques, la fermeture partielle ou totale de services dus au manque de personnel, comme le foyer-restaurant des personnes âgées, avec soi-disant l'utilisation d'un logiciel de congé qui les a obligés à fermer, un filtrage de l'accueil téléphonique, soi-disant pour mieux nous orienter dans les services en tant qu'usagers, ou alors, c'est même pas la peine, pour contacter les élus. On a aussi sur la ville, hormis le fait de la politique municipale, la suppression de centres de sécurité sociale. Sur 3 centres, on n'en a plus qu'un, avec une file d'attente énorme. Nanterre, c'est plus de 95 000 habitants, je ne vous dis pas la galère. La suppression de restrictions ou restrictions d'horaire des bureaux de poste. À la poste centrale de Nanterre, il y a une file d'attente d'enfer. Fermeture des bureaux d'accueil EDF, GDF. Et la SNCF, restriction de service. Avec, avant, il y avait un service pour réservation des billets de grande ligne et l'enlèvement des bagages. Et la CAF, restriction de l'accueil qui se fait plus que sur rendez-vous. Alors maintenant sur l'hôpital, Christine. Oui, alors sur l'hôpital, je veux parler de Max Forestier qui est l'exemple type de la misère de l'hôpital. Il y a, il y a eu suppression de la chirurgie, d'autres services sont encore menacés. Il y a une pauvreté en personnel et en matériel médical. Ils ont des pansements low cost qui ne tiennent même pas sur la peau. L'accueil est désormais aux urgences assuré par des personnels de sécurité pour soi-disant protéger le personnel, mais en fait, ce sont eux qui orientent les patients alors qu'ils n'ont aucune compétence médicale. Si vous aviez une proposition à faire sur le domaine de la santé, alors, les propositions, notamment sur la santé, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas encore eu. Alors, sur la santé, je vais vous le dire, nous demandons le rétablissement de l'hôpital, de notre hôpital comme hôpital de plein exercice avec tous les services nécessaires. Alors, sinon, sur les autres propositions, une ou deux. On veut la création d'un comité de défense des services publics avec les usagers sur Nanterre, à l'exemple de Stein, super exemple. Création d'un comité des usagers des transports à Nanterre, notamment pour les bus. Renforcer la campagne de soutien de la proposition de loi initiée par Daniel Obono. Nous, on a mis le paquet sur Nanterre pour la réouverture de l'accueil physique dans tous les services publics. Et enfin, pour terminer, top chrono, faire l'inventaire de tous les services publics supprimés dans la ville de Nanterre. Merci beaucoup. Merci aux habitants de Nanterre. Merci. Enfin, la dernière table, je vais appeler Faïda pour venir nous restituer les travaux de sa table et notamment les propositions qui ont été faites. Je peux faire aussi les constats. D'accord. Mais rapide. Vas-y, je te laisse. Ok. Alors, on a constaté qu'il y avait un manque flagrant d'infrastructures sportives et culturelles pour les jeunes notamment, mais pas seulement. Problème de déserts médicaux qui a été signalé par ailleurs. On a un problème de couverture médicale et sociale dans nos quartiers. Manque de généralistes, manque de spécialistes.
Alors, quand je disais problème d'infrastructure sportive et culturelle, souvent, enfin, dans un quartier en particulier, à Rouen, on a une création, enfin, il y a eu création d'une médiathèque qui ne correspond pas aux besoins de la population et les gens du quartier ne vont pas à la médiathèque. Ils auraient préféré une structure beaucoup plus légère et qui corresponde mieux à leurs besoins. Problème d'infrastructure spécialisée pour les personnes handicapées. Pas de structure pour la petite enfance dans les quartiers. Autre problème signalé dans les constats, multiplication des agents de sécurité dans les services publics dont la mission n'est pas bien définie et qui crée parfois un barrage entre les agents des services publics et les gens qui viennent dans ces services publics et parfois un malaise. Et dans les propositions alors? Les propositions. Alors, nous proposons plus de personnel à l'accueil des services publics pour aider les personnes handicapées, en particulier les personnes âgées, pour mieux informer aussi les gens. Moins de dématérialisation, notamment pour les personnes touchées par la fracture numérique, qui ont des problèmes pour déposer leurs impôts quand ils doivent déposer leurs impôts, etc. Et si on pouvait garder une proposition phare du travail qui a été fait en table? Pardon? La proposition phare, celle que tu trouves la plus intéressante. Ah oui, alors, je ne sais pas, la proposition phare, plus de subventions aux associations et répartition de ces subventions de façon égalitaire, notamment à celles qui accomplissent les missions de service public. C'est parfait, moi ça me va. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé des associations qui remplissent aujourd'hui un rôle important et notamment de service public. Merci beaucoup, bravo à votre table pour y avoir pensé. Merci à tout le monde. On va vous parler maintenant très rapidement des 10 mesures qui sont le plus ressorties dans les travaux qui ont été faits. Je te laisse commencer pour la première. La proposition numéro 1, non, c'est bien un accueil physique et humain des usagers des démarches numériques simplifiées et accompagnées. Pour la deuxième, un développement des comités de défense et d'usagers des services publics pour leur démocratisation. Ensuite, une augmentation des salaires, amélioration des conditions de travail, création de plus de postes dans la fonction publique. Je vous rappelle, sur le nouveau gouvernement, il n'y a pas de ministère dédié à la fonction publique. En quatrième, la hausse des moyens pour la santé, notamment face aux déserts médicaux qui touchent nos quartiers. Encore et toujours le développement des transports en commun. En sixième proposition, il faut plus de moyens pour la régie aussi. Pour la sixième, la gratuité des transports qui est revenue. Construire et développement des écoles, crèches et structures de la petite enfance. Développement des antennes des maisons départementales des personnes handicapées. Lutte contre la privatisation et la renationalisation des services publics. Et enfin, le développement des structures sportives et culturelles.